le Nil, et tout de suite quelques images se sont levées dans vos souvenirs. Images remontées de l'enfance, images de l'histoire sainte. Et d'abord cette rivière qui porte un berceau, ces jeunes filles qui le recueillent, la rivière et le Nil, la princesse et fille de Pharaon, l'enfant c'est Moïse, le sauvé des eaux. Pour le peuple de la Bible, toute une époque commence. Et sautons qu'un siècle. Voici la fuite en Égypte, la Sainte Famille va chercher refuge dans l'Égypte qui abrite Jésus. L'ère chrétienne commence et déjà l'Égypte est vieille, elle a 4000 ans d'histoire. Car l'Égypte, c'est aussi le peuple des momies et des statues qu'on est allé arracher au tombeau funéraire, figures inquiétantes et si étrangement et si souverainement belles. Et puis, il y a le Fellah, le vieux paysan millénaire, celui qui fait la continuité de cette histoire, ce créateur de richesses resté pauvre, au nom de qui se font les révolutions et les réformes. Enfin, l'Égypte des villes, celle dont parlent les journaux, vêtue comme nous, où la femme s'occidentalise, dont les mœurs en surface se rapprochent des nôtres. Bref, bien des images disparates. Et toutes ces images disparates, eh bien, elles composent un pays. Et ce pays, il est situé en Afrique, plus exactement au nord-est, ici, avec juste à côté le Soudan dont nous aurons à parler. C'est un vaste pays. À lui seul, il pourrait contenir 2 fois la France. Et vous avez ici le Nil qui serpente, et c'est là, au bord du Nil, dans une vallée qui n'a que de 1 à 8 milles de largeur, que vit une population de 20 millions, surtout de paysans, de fellahs, dont nous aurons à parler tantôt. Mais je m'aperçois que je suis déjà au bout de mon rouleau, et qu'il va m'être nécessaire d'aller chercher des lumières ailleurs. Eh bien, ces lumières, nous allons essayer de les prendre dans ce que nous avons aperçu tantôt comme image de l'Égypte moderne, c'est-à-dire dans la personne d'une Égyptienne qui est ici avec nous, Mademoiselle Cécile Moussali. Mademoiselle Moussali, je n'ai trompé personne en prétendant que vous êtes égyptienne. Non, monsieur Laurando, je suis égyptienne. Et alors vous êtes au pays depuis longtemps? Oh, presque 2 ans. Et il y a bien de vos compatriotes ici? Nous ne sommes pas bien nombreux, une vingtaine peut-être dans le Canada. Alors ça veut dire que j'ai avec moi le 20e de la colonie égyptienne du Canada. Oui, si vous voulez. À peu près ça. Eh bien, mademoiselle, j'ai constaté, avec les quelques phrases que vous venez de dire, que le français vous est singulièrement familier. On parle bien le français en Égypte. Nous avons des couvents, des collèges où cette langue est apprise. Et en société en général, on parle le français. On le parle couramment, même en famille? Oui, 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 absolument. Et encore aujourd'hui? Aujourd'hui encore. Seulement aujourd'hui, on parle davantage l'anglais. Les raisons pratiques, le commerce. Ah, évidemment, le commerce qui arrive. Oui. Eh bien, mademoiselle Moussali, nous avions l'intention de parler d'Égypte, et voici que nous allons nous mettre à parler du Nil. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait? C'est très simple. Lorsqu'on parle de l'Égypte, il faut parler du Nil, parce que sans le Nil, l'Égypte serait simplement un vaste désert. C'est lui qui lui apporte vie, fécondité et fertilité. On peut dire en somme que c'est le Nil qui crée l'Égypte, n'est-ce pas? Oui, Hérodote l'a dit dans l'Antiquité, c'est toujours vrai, l'Égypte est un don du Nil. Et alors ce Nil, est-ce qu'il commence dans l'Égypte? Oh non, il prend ses sources bien plus loin que l'Égypte. Dans quel pays? Oh, dans l'Ouganda, au sud de l'Afrique, qu'il remonte d'ailleurs jusqu'à la Méditerranée. Ce qui fait que... Ah bien, voici justement l'Afrique devant nous. Le Nil, comme vous le voyez, prend sa source en Afrique. Il la prend au lac Victoria, remonte à travers l'Ouganda, l'Abyssinie, le Soudan, l'Égypte, pour se jeter dans la Méditerranée. Le Nil blanc part du lac Victoria et d'Éthiopie, du lac Tana, lui vient le Nil bleu. Et le Nil bleu apporte au Nil toute cette eau limoneuses et très riche qui va faire la fertilité de cette vallée qu'on appelle la vallée du Nil. Le Nil est un des rares fleuves qui monte de bas en haut. Et voici la première image, Oui, le Nil. c'est la première image du Nil en effet, c'est le lac Victoria. Source du Nil, un lac énorme, un des plus grands réservoirs du monde.
Le lac Victoria a une très grande étendue. Il alimente le Nil. Il alimente le Nil blanc. On appelle Nil blanc parce que les eaux sont beaucoup plus claires que le Nil bleu, dont les eaux sont limoneuses et rougeâtres plutôt, parce qu'ils viennent des montagnes d'Abyssinie. Le Nil, sur tout son parcours, a des cataractes qui interrompent la possibilité de la navigation, et ces cataractes sont souvent matées par des barrages qui vont servir à recevoir l'eau du fleuve. Ces images que nous voyons en ce moment ne faisaient pas partie de l'Égypte ancienne? Ces images proprement dites, non, mais l'Égypte ancienne, les pharaons, ont voulu occuper tout le Nil, toute la vallée du Nil, parce qu'ils savaient très bien que s'ils ne contrôlaient pas les eaux du Nil, ils pourraient avoir pour eux un manque d'eau, et là, ce serait le fleuve. L'Égypte ne serait plus qu'un désert à ce moment-là. Et c'est ainsi, par conséquent, que les pharaons se sont trouvés à élargir leur domaine. Oui, certainement, les pharaons ont possédé la vallée du Nil jusqu'au sud du Soudan. Et est-ce qu'ils ont déposé là de ces monuments formidables dont on a conservé la trace dans l'Égypte proprement dite? Je ne crois pas. Je crois que les pharaons n'ont laissé de traces qu'en Égypte proprement dite. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous verrons les grands monuments qu'ils ont laissés à Aswan et Luxor. Ah bon. Mais vous nous avez tantôt soulevé un problème qui, je crois, est encore un problème actuel. Vous avez dit que les pharaons sentaient la nécessité d'avoir, en somme, un arrière-pays, de posséder l'arrière-pays pour posséder leur propre pays. C'est toujours la question d'eau. L'Égypte a besoin, pour pouvoir vivre, de l'eau que lui apporte le Nil. Bon. Si un pays pouvait distribuer cette eau dans ses terres plutôt que de la laisser couler vers la Méditerranée, l'Égypte ne serait plus qu'un désert. Alors, en somme, ça c'est le problème du Soudan? C'est le problème du Soudan qui remplit les journaux aujourd'hui, qui remplit Exactement, l'histoire oui. de l'Égypte, parce que l'Égypte a besoin de cette eau qui vient et qui passe par le Soudan pour sa fertilité. Est-ce que le chef de l'État égyptien n'a pas amorcé une solution? Le général Naguib vient actuellement de signer un traité avec les différentes tribus, les différents partis qui se trouvent au Soudan. Oui. Et par ce traité, l'Égypte va pouvoir s'entendre avec le Soudan pour avoir l'eau à volonté. Et toute cette région qu'on traverse en ce moment. Cette n'est-ce pas, région, hein? c'est ça, c'est le Soudan. Mhm. Et vous voyez le fleuve qui arrive jusqu'en Égypte pour se jeter dans la Méditerranée par le grand delta. Ça, c'est l'Égypte proprement dit. C'est l'Égypte proprement dite que vous voyez là, en effet. Mais on tourne en arrière, Nous je crois. retournons en arrière au Mhm. Soudan, à Khartoum. Khartoum est un point très très important parce que c'est à Khartoum que le Nil bleu se rejoint au Nil blanc. Mhm. Et c'est vraiment le Nil bleu qui est l'élément important du Nil à cause de son limon. C'est lui qui apporte la richesse. Absolument. Khartoum est une ville Vous qui dites est... Khartoum. Nous disons Khartoum, oui, on prononce le Kha. Nous lisons Khartoum. Oui. Près de Khartoum, je prononce comme vous, il y a plusieurs barrages qui ont été Laissés, faits, oui. oui, qui ont été faits pour pouvoir conserver l'eau du Nil. Et l'irrigation a toujours été un problème très important pour tous les habitants de la vallée du Nil, aussi bien du temps des pharaons qu'aujourd'hui. Et plusieurs barrages ont été construits pour prendre cette eau, la garder au moment où elle tombe en hiver dans le lac Victoria, en été dans le lac Tana. Et cette eau est ramassée dans ces réservoirs et redistribuée aux époques de sécheresse. On régularise le cours du Nil. On de cette régularise façon-là. et on distribue ainsi les eaux. Et c'est en somme ça parce qu'il ne pleut pas dans ce pays. Il ne pleut pratiquement pas en Égypte. Et dans le Soudan? Au sud du Soudan, il pleuvrait, mais pas dans le nord, ou pas beaucoup. Et cette eau sert aux paysans pour irriguer leurs champs. Et ce qu'ils cultivent surtout, c'est du coton. On voit un type de ces fils-là, n'est-ce pas? Oui, ils portent la longue robe blanche et pour éviter les rayons du soleil. Ils cultivent beaucoup le coton, qui est une des richesses du pays. Sa vie à lui est dure. La vie du paysan est très dure, mais il a un caractère très heureux et prend très bien ça. Sa vie est toute simple. Il vit dans des huttes, simplement sans grand ameublement, n'a pas besoin de chauffage parce que le pays est très chaud. Il vit surtout dehors et sa hutte lui sert pour dormir surtout. En été, pas en été, mais au moment où il y a de la récolte et aux jours de bazar et de foire, il prend ses produits au marché
je crois que nous revoici de nouveau le Nil. Et À de nouveau Khartoum, Khartoum. oui. Khartoum est un centre très important parce que c'est le centre commercial du Soudan. Et c'est là que se font toutes les expéditions et toutes les transactions des produits soudanais avec l'Égypte et avec les pays environnants. Les petits ânes. Oui, les ânes sont un moyen de locomotion assez fréquent. Et les fermiers, enfin les paysans et leurs femmes y amènent leurs provisions au marché les jours de foire. Et ça, c'est le Nil, c'est très large. C'est encore le Nil, il est très large à cet endroit et très navigable. De grands bateaux peuvent y passer et le transport se fait beaucoup par navigation, par voie aérienne et voie fluviale. On voit moins Il y a même, ici un hydravion. Hein. justement, c'est pour ça que je dis aérienne, parce qu'il y a un service d'hydravion qui parcourt le Nil. Les paysans viennent au marché d'une façon assez régulière pour y vendre leurs produits. Est-ce que les femmes y viennent? Les femmes y viennent aussi pour y apporter leurs volailles ou les fromages et le beurre qu'elles fabriquent. Dans les marchés, les paysans exposent leurs marchandises absolument telles quelles. Oui. Ce paysan, par exemple, est en train de préparer son blé, de le nettoyer pour le vendre un peu plus tard. Il y a aussi de grandes cruches d'eau en grès qui vont servir pour permettre aux gens de s'abreuver parce qu'il fait vraiment très chaud. Et une journée entière en plein air vous donne envie de boire. Cette femme, justement, épuise de l'eau. On appelle ceci des îles. Ce sont de grosses cruches en grès. Et l'eau y est très fraîche parce qu'elle s'évapore. Voici maintenant un quartier d'habitation. Riche ou pauvre? Oh non, c'est plutôt pauvre ceci. Quoique à Khartoum, il y ait de très jolis quartiers Ah, résidentiels, comme voici, celui-ci oui. par exemple. Les maisons sont très simples. Et cet animal qu'on voit ici, c'est un chameau. Oui, Ou ceci est c'est un un chameau. dromadaire? C'est un dromadaire. Il n'y a pas de chameau en Égypte. Les chameaux à deux Ah bon. bosses. Et les chameaux, ce qu'on a en Égypte sont des dromadaires avec une seule bosse. Ce sont des enfants qui sont en train de prendre le liquide précieux, n'est-ce pas? L'eau. Oui, oui, les paysans ont besoin de l'eau et comme il n'y a pas de système dans les maisons, ils viennent la puiser eux-mêmes au fleuve. Celui-ci, par exemple, est en train de puiser de l'eau. À Khartoum, il y a un excellent système de purification de l'eau et on prétend que l'eau y est une des plus pures du monde. De Khartoum, le Nil va se diriger vers l'Égypte en passant par le Soudan. Seulement, il arrive près de la première cataracte qui est près d'Aswan et là, le fleuve est beaucoup plus agité et beaucoup plus rocailleux. Le paysage est plus dur, oui. Le fleuve transporte avec lui beaucoup de roches et de granit et c'est assez différent du Nil calme et tranquille qu'on voit habituellement. Ce sont des fleurs de papyrus parce que c'est une plante qui pousse beaucoup au bord de l'eau. Alors nous allons voir une autre chute, Oui, c'est la chute d'Aswan. c'est ça? Hein? Qui a été prise, contrôlée dans un énorme réservoir d'eau, le barrage d'Aswan, un des plus grands du monde. Des quantités inouïes d'eau sont réservées là pour pouvoir être distribuées au moment des sécheresses. On voit ici le paysage qui est presque tout inondé. Le paysage est inondé parce que lorsqu'on ouvre les écluses, tout est inondé. Et il y a même un très joli temple antique qui se trouve près des digues. Ah, l'eau s'est retirée. et L'eau voici s'est ce retirée, que- le limon reste. Et Mhm. c'est un limon qui est très riche parce qu'il a justement toute cette matière nourrissante qui lui vient d'Abyssinie. C'est la richesse de C'est la l'Égypte, richesse ça. de l'Égypte. Et ceci est le temple dont je parlais, ce temple qui est construit sur une toute petite île, l'île de Philet. Et depuis la construction des barrages d'Aswan, ce temple est complètement submergé par les eaux. Et quand on ouvre les barrages, et une fois que l'eau a été distribuée dans les terres et que le niveau de l'eau a baissé, le temple reparaît, comme vous le voyez ici, aussi beau et aussi intact qu'il était au moment de son immersion. Et c'est sur cette île et dans ce temple que se trouvent les fameux bains de Cléopâtre. Parce que Cléopâtre y a séjourné. Parce que Cléopâtre y est venue quand elle a fait son fameux voyage avec César. On a vu tantôt quelques bas-reliefs, n'est-ce pas? Oui, ceci est un paysan avec ses animaux qui passent.
Les palmiers sont un arbre très courant en Égypte. Ils ne demandent pas beaucoup d'eau, alors il y en a Mademoiselle, toujours excusez-moi de vous interrompre, mais vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement que cette mécanique qu'on a déjà aperçue 2 ou 3 fois. beaucoup. Oui. C'est un moyen d'irrigation. Les paysans puisent de l'eau au moyen de... Dans le Nil, oui. Oui, dans le Nil, et puis la jettent dans un canal, et ce canal va pouvoir alimenter les terrains et les champs environnants. C'est la bouche du canal qu'on aperçoit ici. C'est ça. Et puis il y a un autre système d'irrigation qui est encore beaucoup plus fréquent, c'est celui-ci, qu'on appelle la sakia. Et qui est moins fatigant pour les hommes. Moins fatigant pour les hommes, en effet, parce qu'il n'y a qu'un petit garçon ou un paysan qui dirige la gamousse, cette vache noire que vous voyez là, et des godets d'argile autour de cette trou vont puiser l'eau dans le fleuve, Oui. et du fleuve vont la jeter dans un petit canal creusé, lequel canal portera l'eau dans les champs qu'il irriguera comme ceci. C'est un système qu'on retrouvait chez les pharaons et qui continue à être employé. Le paysan est vraiment très conservateur. Voici le canal qui porte l'eau. Et ceci est le jusqu'à la canal terre. qui va porter l'eau, justement. D'ailleurs, on plante beaucoup de choses dans le Nil, au bord du Nil. C'est un champ inondé, ceci, parce qu'au moment de l'ouverture des barrages, l'eau se répand partout. Et voici les enfants qui se baignent avec des bêtes. Et les enfants se baignent avec les bêtes parce que les gamousses ont besoin d'énormément d'eau à cause de la chaleur. Et les enfants en profitent pour faire un plongeon aussi. Seulement, c'est très dangereux. L'eau du Nil est assez malsaine quand elle n'a pas été purifiée. Ah oui? Oui. Et alors, il faut absolument les empêcher de plonger, mais c'est difficile. Et voici des pêcheurs, je pense, avec des filets. Oui, le Nil est très riche en poissons et il a du très beau poisson. Et les pêcheurs vont y puiser une grande variété qu'ils consomment ou qu'ils vendent bien souvent. C'est une écluse du barrage d'Aswan. Ces écluses sont ouvertes une fois par semaine pour permettre aux bateaux de passer. Et lorsqu'on a ouvert une écluse et que le bateau a passé, on ferme l'écluse et on ouvre la seconde écluse. Et puis, après 3 écluses, le bateau a traversé le canal, le barrage. On a l'impression qu'elles sont assez étroites. Pourtant, elles sont énormes. Les écluses sont très très grandes et très élevées. On les voit ici. On les voit ici de haut et elles sont vraiment importantes. D'ailleurs, le barrage d'Aswan est très grand. Il traverse le fleuve à peu près l'équivalent d'1 mille de large. Et nous arrivons maintenant à Luxor. Oui, c'est presque Luxor ici. Luxor, la vieille cité des pharaons, la vieille capitale Thèbes, vers laquelle se dirige en felouk le même moyen de navigation qu'employaient les pharaons, ces 2 paysans. Et Luxor, qu'est-ce que c'est exactement? Luxor est une ville au temple réputé, dont celui-ci par exemple, le grand temple de Luxor, avec ses colonnes énormes et très nombreuses, qu'avaient construit plusieurs pharaons, Ramsès, Amenhotep, Toutmès. Est-ce qu'il y a un rapport entre Luxor et Thèbes? Thèbes est le nom général de la région, qui comprend et Luxor et Karnak, l'une cité des morts, l'autre cité des vivants. Et voici une rangée de sphinx, je crois. Ce ne sont pas des sphinx, ce sont des béliers. On les appelle sphinx couramment, mais ce sont des béliers, des corps de lion, des têtes de bélier, et ils garnissent l'entrée d'un des temples les plus célèbres, construit par Ramsès II, dont voici la tête. Les temples pharaoniques ont de très grosses et très belles colonnes faites de granit, dont celle-ci par exemple, dont l'une est décorée de motifs de lotus et l'autre de papyrus, qui sont les emblèmes héraldiques de la Haute et de la Basse Égypte, réunis sous l'empire des mêmes pharaons. Les pharaons, ces colonnes que vous voyez là, racontent l'histoire sur leur bas-relief des pharaons qui les ont construites. Celles-ci sont gigantesques, comme vous le voyez, oui, on le voit c'est par la absolument perspective de énorme. l'enfant. Et les pharaons avaient l'habitude de décorer et l'entrée de leur temple et l'entrée de leur tombeau de leurs statues faites en proportions énormes. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est la ressemblance et le réalisme que les sculpteurs ont donné à ces statues, qu'on retrouve un petit peu tout le long de Thèbes et de Karnak. Les 2 colosses de même nom sont 2 énormes statues vraiment colossales qui se trouvaient à l'entrée d'un temple qui lui-même est complètement en ruine aujourd'hui. Et ces statues, dit-on, pleurent parfois leur gloire passée. C'est une légende? Ce n'est pas une légende exactement, mais la réaction entre le froid de la nuit et la chaleur du jour fait vibrer ces statues. Voici un bas-relief?
C'est un bas-relief qui a été trouvé dans la vallée des reines, dans une tombe probablement. Et les femmes en Égypte ont eu beaucoup plus d'importance que dans d'autres pays de l'Antiquité. Entre autres, une reine très connue, la reine Hatshepsut, que vous voyez ici, qui s'est faite proclamer roi, qui a dirigé l'Égypte avec beaucoup d'autorité, qui a eu des expéditions magnifiques. Et malheureusement, elle a mis en tutelle son mari, lequel, fatigué de ceci, a décidé de la faire décapiter un jour, et puis il l'a tuée et est devenu lui-même le grand Toutmès III, un des plus grands conquérants de l'Égypte. Ça avait été la première aventure du féminisme. Oui, malheureusement. Et qui a mal fini. Oui. Seulement voici, mademoiselle Moussali, vous nous avez présenté surtout des images de reines, des images de pharaons. Est-ce qu'on trouve dans ces sculptures des images de personnages plus simples, plus modestes? Ah oui, il y a des bas-reliefs qui représentent des scènes de la vie courante, par exemple des paysans, des paysannes. Celle-ci, par exemple, qui va puiser l'eau dans le fleuve. Elle a exactement le geste qu'ont les paysannes d'aujourd'hui, très gracieux. La cruche posée sur la tête, le costume est différent bien sûr. Ce laboureur, par exemple, utilise à peu près la même charrue qu'on voit employer aujourd'hui. Que nous avons vu tantôt d'ailleurs. C'est ça. Oui. Cette servante, par exemple, pétrit le pain, naturellement en costume différent aujourd'hui, mais on revoit ce geste de la femme égyptienne qui fait le pain pour ses enfants et son mari à la campagne. Et alors, est-ce que toutes ces images et tous ces travaux ont inspiré l'artisanat d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lien entre l'art d'autrefois et celui de maintenant? Oui, il y a un lien. Voilà, par exemple, ce sac que vous voyez ici reproduit une scène pharaonique d'un bas-relief, par exemple le bœuf Apis avec 2 de ses adorateurs. Ces sacs sont faits par des artisans, généralement à la main. La main-d'œuvre est tellement bon marché en Égypte, on utilise peu de machines. Et voici les bijoux. Oui, ce sont des bijoux que j'ai rapportés. Ces bijoux ne sont pas d'inspiration pharaonique, ils sont plutôt d'inspiration arabe. C'est du filigrane d'argent, travaillé avec beaucoup de minutie. Et comme vous voyez, les dessins sont plutôt géométriques que pharaoniques. Cette boîte en bois incrustée d'ivoire et de nacre est aussi un dessin géométrique parce que les Égyptiens, depuis le 7e siècle, ont subi l'influence de l'art arabe. Et voici un plateau. Et c'est un plateau en cuivre rouge incrusté d'argent. Ce travail est fait souvent par des enfants et l'inscription qui est là-dessus est probablement prise du Coran. Après le Sphinx et les pyramides, voici les villes. Oui, c'est le Caire, la capitale de l'Égypte, une ville de 2 millions d'habitants, la plus grande de l'Afrique. Vous voyez, ces rues sont tout à fait modernes, de très belles constructions, des moyens de locomotion qu'on trouve dans Montréal. C'est la ville que vous habitiez? C'est la ville que j'habitais, oui. Est-ce qu'il y a des industries au Caire? Il y a beaucoup d'industries au Caire, entre autres, par exemple, cette usine de vitres, de verrerie, qui a beaucoup prospéré pendant la guerre. Et ceci, c'est la mosquée de Mohammed Ali, qui se trouve près de la citadelle. C'est une mosquée absolument extraordinaire. Elle est très belle et rappelle beaucoup la mosquée de Sainte-Sophie. Et elle nous rappelle en même temps que l'Égypte, en somme, est musulmane, dans sa majorité. Sur les 20 millions d'Égyptiens, il y a à peu près 2 millions de chrétiens seulement. Et les musulmans, comme vous le voyez, prient 5 fois par jour après des ablutions, le visage tourné vers la Mecque, la ville sainte
d'où est parti le prophète Mohammed, le fondateur de la religion musulmane. Et nous arrivons au delta. Oui, après le Caire, le Nil se divise en deux branches, la branche de Rosette et la branche de Damiette, pour se jeter dans la Méditerranée. À part ces deux branches, il y a plusieurs canaux qui ont été construits. De main d'homme? Oui, de main d'homme, pour permettre la navigation. Et comme vous le voyez, beaucoup de bateaux circulent sur ces canaux et sur ces deux rives du fleuve, parce que le commerce est très important dans le delta du Nil. C'est vraiment la région industrielle du pays, particulièrement. C'est la plus densément peuplée? Elle est très densément peuplée. C'est Alexandrie? Alexandrie est un des plus grands ports sur la Méditerranée. C'est le deuxième port après Marseille. Et Port Saïd est un autre grand port, très important parce qu'il se trouve sur le canal de Suez et sur la Méditerranée, unissant l'Extrême-Orient avec l'Occident. Et voici un transatlantique qui s'en va vers la Méditerranée. Oui, en Europe probablement. Et alors, il nous ouvre des perspectives, en somme, sur les échanges avec le monde extérieur, et il nous fait penser à l'Égypte moderne, l'Égypte d'aujourd'hui. Si vous aviez à nous dire, là, quel est son principal problème, en 2 phrases? Le problème de l'Égypte est vraiment le problème de ses paysans. Avant toute chose. Je crois parce que c'est la majorité de la population. Oui. Il y a à peu près 17 ou 18 millions de paysans qui vivent de la terre et dont les conditions de vie n'étaient pas très heureuses et très confortables. Est-ce qu'ils possédaient leur propre lopin de terre? Non, ils ne possédaient pas leur lopin de terre. C'était bien rare qu'un paysan puisse avoir l'équivalent d'un demi-arpent. Et alors il était bien heureux. Et ça a duré ça pendant des milliers d'années? Je crois, oui, que depuis le temps des pharaons jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte a vécu. Et vous dites jusqu'à aujourd'hui, exclusivement? Exclusivement, parce que je pense à la réforme agraire qu'a fait le général Naguib. Et je crois que cette réforme est très très importante parce que le général a osé quelque chose d'extraordinaire. Il a osé donner aux paysans la possibilité d'avoir une vie confortable en leur permettant d'acheter la terre qu'ils cultivaient. Ils rachèteront aux anciens propriétaires? Ils l'achètent aux anciens propriétaires en payant ceci dans une trentaine d'années, par exemple. Oui. Et ils seront aidés et financés par l'État, j'imagine? Je suppose que l'État va les aider au point de vue des machines, des instruments agraires, oui, pour leur permettre vraiment de... Et puis nous avons vu des villes tantôt. Est-ce qu'il y a des perspectives industrielles? L'Égypte est en train de s'industrialiser. Il y a de grosses manufactures de tissage, de filature. Et qui travaille là? Des paysans, bien souvent, naturellement, qui viennent de la campagne. Pas toujours très adaptés? Pas toujours très adaptés. Ils ne sont pas heureux au début, mais petit à petit, ils s'y font. Et je pense... Pas encore de syndicats? Non, non, pas encore. Très peu de grèves en Égypte. C'est une chose qu'on connaît fort peu. Pas d'organisation encore, mais j'imagine que ça viendra. Oui, oui. Il est certain que l'Égypte a des perspectives d'avenir qui, je crois, seront très prospères et très heureuses. Parce que le général Naguib, je crois, est un homme magnifique qui est en train de faire des réformes qui porteront leurs fruits dans un avenir très proche, j'espère. Qui fait de l'ordre et de la justice, en somme. Eh bien, je pense que nous devons terminer là notre voyage en Égypte, dont nous rapportons des images non seulement très belles, mais humainement réconfortantes. Et la semaine prochaine, eh bien, nous nous dirigerons d'un tout autre côté, et nous allons faire notre voyage d'une façon un peu particulière. Ça ne sera pas cette fois-là un exposé, ça ne sera même pas des images, des films, ça va être des danses, et des danses qui vont nous permettre de voir les Amériques. يا رئيس الدنيا